sentie seule. Sauf que je m'en sers, que je tente de retourner la situation, de prendre de la distance. Alors forcément, je ne parle que des choses qui ne marchent pas. Qui veut savoir que j'ai passé 6 ans avec un homme qui m'aimait et avec lequel je n'avais pas de conflit. Les événements heureux, je les vis, les malheureux, je les exploite. D'abord par intérêt artistique, mais aussi pour les transformer, en faire quelque chose. Même si le moteur, le point de départ est d'ordre thérapeutique, le but c'est le mur, les pages du livre. J'allais mal tous ces derniers temps. J'allais mal tous ces derniers temps. Je croyais que cela suffirait. Je croyais que vous aimez et que vos amours suffiraient pour que l'angoisse qui me pousse toujours à aller voir ailleurs se calmerait à votre contact. Quand j'ai fait Prenez soin de vous, j'ai pas eu l'idée immédiatement d'analyser la lettre de rupture. Ma première idée avait été de demander à des femmes, j'ai commencé par 2 ou 3 amies, de me raconter leur rupture. Et je me souviens d'une de mes amies qui m'avait raconté le départ d'un homme qui était chez elle et qui a compris pendant leur conversation que c'était la dernière fois et qu'il ne reviendrait pas dans cette maison. Et qui a jeté comme ça un regard circulaire avant de partir pour voir ce qu'il pourrait emporter avec lui, pour voir quel était celui de ces objets qu'il valait mieux emporter au cas où il ne pourrait pas revenir. J'ai reçu un mail de rupture, je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes choisies pour leur métier d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, répondre à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre, à mon rythme, prendre soin de moi. Sophie, cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Ou du moins cela soit. Myself in my own existence. Quoi qu'il arrive, sachez que je ne cesserai de vous aimer de cette manière qui fut la mienne dès que je vous ai connu et qui se prolongera en moi et, je le sais, ne mourra pas. My foot. Mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades que de maintenir une situation que vous savez aussi bien que moi devenue irrémédiable au regard même de cet amour que je vous porte et de celui que vous me portez et qui m'oblige encore à cette franchise envers vous comme dernier gage de ce qui fut entre nous et restera unique. Ça, c'est la mauvaise foi la plus extraordinaire. Alors que ne plus vous voir, ni vous parler, ni saisir votre regard sur les choses et les êtres, et votre douceur sur moi me manqueront infiniment. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu as commencé à avoir tellement d'objets? Tu avais toujours eu d'objets quand tu étais petite ou comment? Je pense que il y a peut-être une raison. Bon, j'aime, voilà, ça doit être dans ma nature. Mon père avait beaucoup de. La maison de mon père est bourrée d'objets. Il est collectionneur. Il a toujours su mélanger les tableaux d'artistes, enfin les vraies œuvres, avec un bricolage fait de cartes postales, de papier. Je crois que j'ai vu ça chez lui. Ma mère accumulait beaucoup aussi, de façon alors beaucoup plus bordélique et avec un goût moins... Enfin voilà,
elle accumulait beaucoup. Donc je dois déjà, mon regard quand j'étais petite, je pense qu'il a été, il a appris à voir des murs avec des tas de choses dessus, des objets partout, je veux dire. Ensuite, je pense que, enfin, j'ai aucune mémoire, mais vraiment, c'est presque pathologique, je veux dire, cette absence de mémoire que j'ai. Et donc, j'ai su très vite que je ne me souvenais que de ce que je gardais. C'est-à-dire que si j'ai un objet, il me ramène à ce souvenir. Donc, je garde tout. Je garde un bout de papier qui me dit que j'étais assise à la droite d'un tel, à tel repas. Je garde tout ce qui est une trace, qui a un lien vers mes souvenirs. Cette maison, c'est la maison dans laquelle nous vivions avec mon père quand j'étais gamine. Photo de moi petite, c'était là. Jean, tu peux me décrire quand j'étais petite à Victoria ou pas? Oui. Ton caractère? Ben, tu avais un certain culot pour monter sur les planches. Moi qui suis vraiment timide. C'est fou quand ce dont tu te souviens quand on parle de moi, c'est que j'ai chanté les jolies colonies de vacances. Oui. C'est ça. Si tu devais me décrire. Ça m'a marqué. Ce qui t'a marqué sur moi, c'est que j'ai chanté les jolies colonies de vacances. Oui. C'est la première chose que tu dirais. Oui. Je me souviens quand tu venais ici et tu disais que tu n'aimais pas ton père et ta mère. C'est pas vrai. Oui. Quoi? Tu disais que tu les détestais. Elle venait ici, elle était jeune quand elle habitait. Moi, souvent je la voyais quand elle venait là. J'habitais au Moulin, toute seule. Tu habitais au Moulin. Oui. Et quand on parlait ensemble, tu me disais que tu n'aimais pas ton père et que tu n'aimais pas ta mère. J'ai entendu, oui, c'est pas vrai. Ouais, enfin, ça me paraît impossible. Ouais. Ma mère, c'était plus dur. Mais j'ai l'impression que d'avoir toujours été totalement amoureuse de mon père. J'avais la sensation d'être une fille abandonnée. Oui, parce que j'étais une fille abandonnée. Il lui reprochait à son père qu'il ne s'occupait pas d'elle. Je me souviens, le dire. Moi, je me souviens. Vous vous souvenez de ça? Oui. On ne parle pas parce que ça ne regarde pas. Hein. Oui, non, mais incroyable. Ouais. Mais tu avais 16 ans, tu habitais seule dans le moulin? Ah oui, ça oui. Je suis très attachée à cette maison du Quélard. C'est mon voisin Jean Lafont qui l'avait prêté à mon père et j'ai réussi à m'en emparer. Donc c'est une maison que j'occupe depuis plus de 30 ans, qui était toute petite au début, c'était simplement une seule pièce qui était ma chambre. Maintenant je me suis un petit peu étendue. Ma fenêtre est dans le pré, littéralement. Parce que ma maison, c'est un peu compliqué à expliquer, mais elle s'enfonce dans ce pré. Ce qui fait que les taureaux, littéralement, viennent brouter ou boire, ils peuvent passer la tête par la fenêtre. Il y avait aussi un taureau qui venait souvent frapper à cette fenêtre. C'était un taureau qui s'appelait Moïse. Il venait frapper donc contre la moustiquaire qui me détruisait régulièrement. Et je lui donnais du pain par la fenêtre. J'en ai même profité pour faire des photos osées, je dirais, entre guillemets. Et donc, la langue de Moïse à la recherche du pain passait sur mes seins. Il est mort il y a 2 ans, je crois. J'étais là. On l'a enterré dans ce pré-là. Et cette fenêtre qui est juste devant mon lit, c'est assez troublant, mais je pense que c'est le lieu de ma vie que j'ai le plus regardé. Un point comme ça, très précis, un tout petit périmètre, c'est le tableau de ma vie, en quelque sorte. Oui, c'est comme un tableau.
J'ai demandé à des gens de m'accorder quelques heures de leur sommeil, de venir dormir dans mon lit, de s'y laisser photographier, regarder, de répondre à quelques questions. L'occupation du lit a commencé le dimanche 1er avril 1979 à 17 h et s'est terminée le lundi 9 avril à 10 h. Cette personne que je ne connais pas, qui dort dans mon lit, dont je ne sais pas pour qui elle vote, si elle a des enfants, je vais observer ce que peut-être personne jamais n'a regardé. 8 heures de son sommeil. Un moment d'intimité extrême. Il y a beaucoup d'histoires de lits dans mon travail. J'ai commencé avec des lits en faisant dormir des gens, j'ai mon lit brûlé. Souvent, c'est un sujet qui croise mon travail avec une apogée, si je puis dire, par la hauteur sur la Tour Eiffel. Où j'ai dormi au sommet de la Tour Eiffel. Et je crois bien que je suis la seule au monde à avoir dormi là-haut. Tu rentres chez toi? Oui. Ich weiß es nicht, was das ist. J'avais été invitée à faire un projet pour les Nuits Blanches. Je me suis demandé quoi faire. Nuit blanche, c'est le fait de ne pas dormir. Donc j'ai immédiatement eu envie de dormir. Et j'ai cherché un endroit improbable. Je pensais que ce serait absolument refusé, qui était le sommet de la Tour Eiffel. Et puis il y a eu un miracle. Ça m'a été accordé cette nuit là-haut. On savait